Ils sont sensibles à ces questions-là, les nominations aux hautes fonctions de l'État, les Français, le fait du prince, les cooptations, le petit monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut les chatouiller, les énerver? Oui, oui, potentiellement. Alors, pour ceux qui suivent encore avec assiduité ce qui se passe, parce que ce qu'on constate, c'est que depuis la dissolution, en 2024, il y a une cassure qui s'est opérée dans l'opinion publique avec beaucoup de Français qui ont un peu tourné la page et qui regardent maintenant ce spectacle avec beaucoup de distance. Je dis ça notamment parce que on mesure, par exemple, dans nos baromètres de popularité, combien la méconnaissance des titulaires des grands ministères a progressé ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, la grande majorité des Français connaissaient le nom du ministre de l'Éducation, le ministre de la Défense, le ministre de l'Économie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus lacunaire et c'est beaucoup plus nébuleux. Et tout ça traduit, encore une fois, une prise de distance d'une part importante de nos concitoyens vis-à-vis de cette scène politique. Merci Léa Sulevitch. Le vrai ou faux, c'est l'émission. C'est samedi C'est matin. le samedi à midi. Merci à vous. Jérôme Fourquet, j'étais frappée par ce mot du ministre Serge Papin ce matin à la radio France Info, permacrise. Comme si, au fond, ça ne s'arrêtera pas. On va vivre de crise en crise. Les Français souffrent de la hausse des prix à la pompe, mais ne le manifestent pas. Est-ce qu'ils sont résignés à vivre justement dans la crise permanente ? Alors, je ne sais pas s'ils sont résignés, mais on fait souvent le parallèle avec la crise des Gilets jaunes. Sauf qu'à l'époque, ce qui avait déclenché, ce qui avait mis le feu aux poudres, si on peut dire, c'était que le gouvernement avait décidé d'augmenter la taxation sur les carburants. Là, au regard de ce que vos antennes diffusent, les Français comprennent bien que la hausse des prix des carburants est liée à un contexte géopolitique hors norme, sur lequel les dirigeants politiques et Emmanuel Macron n'ont pas prise. Ça ne veut pas dire qu'ils acceptent de gaieté de cœur ce qui se passe, mais ils n'en imputent pas la responsabilité au gouvernement. Mais en 2018, quand on regarde la crise des Gilets jaunes, c'était 1,40 €. Ouais, exactement, on était à 1,40 €. On est à plus de 2 € le litre. Alors, pour le gasoil, on était à 1,40 € et là, on est à 2,20 € en moyenne. Donc, on voit bien la ponction qui s'opère sur le pouvoir d'achat de toute une série de nos compatriotes qui sont très tributaires et dépendants de la voiture. Ça veut dire qu'il y a quand même une forme de rationalité dans cette absence de réaction. Ils disent c'est pas de la faute du gouvernement, voilà. Peut-être pas tout de suite, on va demander à ce qu'il nous aide. Mais Bien on ne sûr. va pas non plus le clouer au pilori pour des choses dont il n'est pas responsable. Exactement. Donc ça c'est intégré. Et vous voyez que, je disais tout à l'heure, autant la vie politicienne désespère ou navre beaucoup de Français, beaucoup s'en détournent, autant vous voyez les succès d'audience des émissions, des programmes consacrés à la situation internationale. Donc là, les Français suivent ça. Et donc, ils comprennent bien que ce n'est pas en descendant dans la rue qu'on va faire diminuer le prix de l'essence. Mais il y a pas mal d'acteurs. Il y a Marianne, cette semaine, ou la semaine dernière, qui titrait avec le visage de Sébastien Lecornu, « La colère monte et il s'en fout », montrant le Premier ministre. François Hollande a dit aussi « Attention aux colères sourdes ». Vous les mesurez, vous ? Ou ce sont déjà des éléments dans la campagne ? Alors, il faut être très modeste. Personne n'avait vu venir les Gilets jaunes. Et donc, c'est pas impossible que quelque chose de cette nature soit... En général, quand on annonce un mouvement, il ne se produit pas. Oui. Vous vous souvenez il y a un mouvement qui le s'appelait Blocontou, le 10 septembre. Alors, Mélenchon et d'autres, d'ailleurs. Voilà. Que Mélenchon avait dit, vous allez voir, ça va tout bloquer, etc. Et en fait, ça n'a absolument rien bloqué. Alors, le deuxième élément par rapport à la prise de conscience que les causes de cette hausse ne sont pas en France. Le deuxième élément qui explique la relative apathie, en tout cas en surface, de la société française face à cette hausse des carburants qui frappe quand même douloureusement, c'est le fait que tout le monde a aussi en tête qu'il y avait une échéance majeure qui se profilait en France, c'est la présidentielle l'année prochaine. Où ils auraient l'occasion de s'exprimer. Et de s'exprimer et sans doute aussi d'entendre des propositions des différents candidats sur... Par exemple, notre modèle énergétique, justement, en disant est-ce qu'on bifurque davantage vers les voitures électriques, est-ce qu'on réfléchit à la taxation des carburants. Vous voyez que ils ont l'air d'être majoritairement pour, notamment au total. Et on voit que parmi ceux qui ont les moyens, ceux qui le peuvent, des choix rationnels aussi ont déjà été opérés quand on constate l'augmentation assez spectaculaire de l'achat de véhicules électriques. Oui.
hein. C'est-à-dire que Plus chacun... 48%. Voilà, alors sur une base qui est quand même encore assez faible. Hein. Est-ce que le gouvernement n'a pas intérêt, du coup, plutôt que d'aider à la baisse du prix à la pompe, aider les gens à acheter des voitures électriques? Ça ne serait pas plus malin? Alors, c'est ce qui avait été fait, et c'est ce qui existe déjà avec un dispositif qui s'appelle le leasing social, mais qui, compte tenu de l'état de nos finances publiques, avait été calibré de manière très, très modeste. Oui, il avait été victime de son succès, puisque beaucoup de gens, là encore, vous voyez que les gens écoutaient, c'était porté sur ce dispositif, et il n'y avait pas assez de véhicules disponibles. Si on revient un peu en arrière, l'accélération de notre programme électronucléaire date aussi d'un grand choc pétrolier en 73. Donc ça pourrait être, à l'occasion notamment de la présidentielle, alors je ne sais pas, mais en tout cas à l'occasion de la présidentielle, un grand débat. D'électrification. Voilà, on pourra accélérer l'électrification, comme on dit, des usages. Alors, mais le nucléaire n'est plus source d'inquiétude. Non. Alors, en France, le rapport a toujours été ambivalent. Quand on fait des enquêtes internationales, vous voyez par exemple qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, le nucléaire a toujours eu une mauvaise presse. En France, c'était plus équilibré. Mais depuis ces crises à répétition, cette fameuse permacrise, qu'il s'agisse de l'énergie, avec la crise dans le Golfe, mais aussi le gaz, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, on voit comment le nucléaire a fait un retour dans l'opinion publique. Vous qui avez des capteurs et une analyse très spécifique, vous intégrez la question culturelle, la question identitaire, la question des loisirs, évidemment les fractures géographiques, au-delà de sociales et économiques des Français. Sur quoi, selon vous, va se jouer la présidentielle ? Vous avez déjà Marine Le Pen qui dit « c'est l'économie ». Le thème du travail est en train d'être porté. Bruno Retailleau fait des propositions, Gabriel Attal aussi. Puis vous avez un autre camp qui dit que ce sera l'international, notamment les questions énergétiques. François Hollande est persuadé de cela. Et d'autres disent, au fond, ce sera forcément qui peut battre le Rassemblement national ou qui veut que le Rassemblement national gouverne. Ce sera la seule question. Est-ce qu'on en a déjà quelques signaux à travers les attentes, les préoccupations des Français ? Alors, les préoccupations, elles sont bien identifiées. Maintenant, est-ce que c'est ces thèmes-là qui vont s'inviter dans la campagne ? Première question. Deuxième question, est-ce que la campagne aura vraiment lieu ? Ou est-ce qu'elle va être, comme plusieurs fois maintenant, par le passé, relativement écourtée pour tout un tas de raisons. On voit comment la mise en place du paysage électoral est quand même très très compliquée, avec des modalités de désignation des candidats qui ne convainquent personne. Et donc c'est pas impossible que on passe encore des mois et des mois à débattre, à s'écharper sur qui sera candidat, la fiche finale. Sur quel périmètre, et qu'on ne parle pas du fond. Si on parle du fond, il est possible que les sujets que vous évoquiez soient bien évidemment en haut de la pile. Je pense que d'autres sujets travaillent aussi la société française. On voit notamment dans les enquêtes la question de la santé, avec l'état de notre hôpital public, les déserts médicaux qui ne sont plus uniquement cantonnés aux zones rurales. En lien avec tout ça, la question du vieillissement de la population, avec une prise de conscience très nette qui s'est opérée l'année dernière, quand, pour la première fois, les Français ont appris qu'il y avait eu plus de décès que de naissances dans le pays. Et donc, à long terme, c'est aussi la question qui se pose sur comment on soutient notre... Alors, c'est pas uniquement sur les retraites, mais comment on soutient notre modèle avec une démographie qui est déclinante. Autre sujet qui pourrait aussi monter, vous parliez du rapport au travail, c'est la fulgurante diffusion de l'intelligence artificielle, à la fois dans le monde du travail, mais aussi dans la vie personnelle des Français qu'ils soient adultes. Le lié déjà. Voilà, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient élèves, ou enfants ou adolescents. Et donc tout ça n'est pas sans poser beaucoup de questions. Par exemple, à l'école, sur les modalités d'apprentissage qu'on va définir avec cette technologie qui est là et dont nos enfants se sont déjà pleinement emparés. Mais il y a aussi la peur dans le travail, de perte d'emploi. Dans le monde du travail, vite, ce qu'on a connu dans l'industrie avec des vagues de licenciements massifs qui ont visé l'école bleue, d'aucuns prédisent, de manière un peu comme des Cassandres, qu'on va connaître la même chose avec l'école blanc, dans toute une partie de l'économie des services. Et donc ça va très très vite. Et beaucoup de Français attendent aussi des réponses du politique en disant qu'est-ce qu'on fait là-dessus, comment on encadre. Oui, mais est-ce qu'on a passé un cran ? Parce qu'on voit dans vos enquêtes souvent la peur du déclassement, la peur que nos enfants vivent moins bien que nous. Alors ça fait on longtemps. y est depuis longtemps. On a l'impression que c'est presque l'effondrement
qui devient la panique presque existentielle du moment. Quand on parle de job apocalypse, d'un raz-de-marée de suppression d'emplois, de plans sociaux, est-ce qu'il y a un cran que vous observez en avant dans la crainte, la peur, voire vraiment la panique de l'avenir? Alors, ça fait longtemps que les Français sont quand même relativement inquiets sur leur avenir, surtout sur celui de leurs enfants. Mais c'est au regard de ce qu'ils entendaient, notamment dans le monde médiatique ou sur ce que certains intellectuels pouvaient leur proposer comme grille de lecture. Là, ce que je disais sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est des choses qui vont être très concrètes et très tangibles. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, mais en fait, le job que j'occupe aujourd'hui, la machine, l'ordinateur est capable, de manière assez bluffante, de le réaliser à ma place. Et ça commence à se diffuser de manière assez massive. Donc là, il y a sans doute des choses à réfléchir. J'en profite pour mentionner un autre élément. Lors de la campagne présidentielle de 2017, Benoît Hamon était candidat pour le Parti socialiste. Lui, il voulait taxer les robots. Voilà, la taxe robot. Mais également, il avait proposé la mise en place d'un revenu de base, un revenu universel. Oui. Et à la fin de la campagne électorale, on avait sondé les Français en leur demandant quelles sont les mesures que vous avez retenues, qu'elles vous agréent ou qu'au contraire que vous les contestiez de manière virulente et qu'elles aient été ou non ça avait imprimé dans l'opinion, comme on dit aujourd'hui. Bien évidemment, la première mesure qui avait été mémorisée, c'était celle d'Emmanuel Macron de supprimer la taxe d'habitation. On comprend bien pourquoi celle-ci est mémorisée assez aisément. Mais la deuxième, c'était cette question du revenu de base sur l'avenir du travail avec et l'IA. N'en était à l'époque qu'à ses tout premiers balbutiements. On parlait donc des robots. On parlait des robots. Et donc les robots qui s'implantaient encore une fois dans un secteur qui avait connu beaucoup de destruction. Il fallait taxer pour... dans les usines. Et là, maintenant, moins de salariés à taxer. Dans une société française qui est très tertiaire, eh bien, il y a cette question de l'IA. Et donc tout ça va cheminer souterrainement et sans doute... Et peut-on espérer qu'on en débatte collectivement au moment de la présidentielle? Mais vous n'avez pas cité deux thèmes qui sont traditionnels, notamment quand on parle de l'extrême droite, qui sont l'immigration et l'insécurité. Ça ne vous est pas venu spontanément quand on vous a interrogé? Alors, on a parlé des thèmes que vous m'interrogiez sur ce qui pouvait venir un peu en souterrain. Effectivement, les autres thèmes que vous venez d'évoquer, l'insécurité et l'immigration, sont omniprésents. Mais en deuxième par rapport au pouvoir d'achat, quand même. Oui, bien sûr. Mais vous voyez, par exemple, aussi comment l'insécurité aujourd'hui se reconfigure en termes de thématiques, notamment autour des effets de la massification du trafic de drogue. Partout sur le narcotrafic. Vous voyez même des termes qui se sont imposés dans le discours, le narcotrafic. Et on voit dans des villes, par exemple, comme Clermont-Ferrand, qui étaient des vieux bastions de gauche, comment il y a une bascule qui s'est opérée, en partie du fait de l'usure du pouvoir localement, mais aussi parce que cette ville, assez paisible historiquement, est aujourd'hui le théâtre de règlements de comptes par arme à feu. Et donc, on voit comment ces sujets-là, là aussi, infusent dans la société. En haut prennent la tête de l'agenda. Je voudrais qu'on parle d'une polémique récente qui mêle énormément de thèmes. Il y a le pouvoir d'achat, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a la question aussi de la sécurité alimentaire, pour reprendre un des thèmes attendus des Français. Il y a la question identitaire aussi. C'est Master Poulet. Regardez le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, le maire LFI, qui s'est rendu chez ce restaurateur ultra bon marché fast-food. Et regardez, je vous dirai après le nombre de vues de cette vidéo. Regardez. Bonsoir, c'est bien? Ça va? Ils font même de la loco là. C'est bien, merci de l'accueil, c'est gentil en tout cas. Mais il y en a qui veulent les restaurants étoilés. Ah bah non, on n'a pas besoin de ça. Nous. Master Poulet, un coup, KO. Voilà, un coup KO. Si on cumule tous les réseaux sociaux, 5 millions de vues. C'est énorme pour ce nouveau maire de Saint-Denis. Tout le monde connaît cette enseigne désormais. Et voilà, il se frotte les mains. Et son patron, qui est très discret, est ravi. Grâce à son adversaire, d'ailleurs. De ses bonnes affaires. Karim Bouamran, qui est parti en guerre contre cette enseigne, contre la malbouffe en général. Il y a beaucoup d'éléments dans cette c'est pour ça aussi que la mayonnaise, polémique. si vous me permettez, comment vous la lisez? Quels sont ces ingrédients, si je puis dire? Alors, on peut y aller par couches successives. Je pense d'abord que c'est lié, ça dit beaucoup sur des changements de mode de vie et de conditions de vie de nos concitoyens. Les modes de vie, c'est le fait que ce qu'on appelle la restauration hors domicile, c'est beaucoup développé. Alors, comme vous le voyez dans ce reportage,
on mange pas assis chez Master Poulet. On va chercher son repas, puis on va le consommer sur un banc au boulot ou chez soi. Et donc ça s'est énormément développé ces dernières années. Autre élément dans le changement des modes de vie, les changements de pratiques alimentaires, on voit comment la consommation de poulet a explosé en France. On est passé de 13 kilos par habitant de poulet consommé en 2003 à 26 kilos aujourd'hui. C'est parce que c'est pas cher? Alors, en partie parce que c'est pas cher. Alors, il y a une autre explication qui a été donnée, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est que on est sûr qu'il n'y a pas de cochon quand on mange du poulet. Alors, on va venir sur cet aspect-là, parce que cette enseigne se revendique étant halal, mais le poulet est la protéine animale la moins chère à produire, donc elle est présente dans de très nombreuses cultures alimentaires au niveau mondial, et donc on les retrouve aussi accommodés à différentes sauces ici en France, mais c'est aussi des injonctions sanitaires. Manger moins de bœuf et de viande rouge et peut-être plus de viande blanche. Et donc on a vu la consommation de poulet qui s'est considérablement développée, et donc ces enseignes-là surfent sur ce courant. Et puis je parlais aussi de changements dans les conditions de vie, non plus des modes de vie des Français, en tout cas d'une partie d'entre eux. Vous l'évoquiez tout à l'heure, avec le pouvoir d'achat qui est la priorité numéro 1 des Français. Et même si aujourd'hui l'alimentation représente plus que 10 à 12% du budget moyen des ménages, c'est une des postes de dépenses sur lesquels on fait les arbitrages, puisque vous mangez plusieurs fois par jour. Et donc on va essayer d'économiser, quand il faut économiser, d'abord sur l'alimentation. Et vous avez vu que cette polémique, c'est la gauche qui s'en était emparée avec une forme de guerre des gauches. Puisque alors on va venir sur Karim Bouamrane est maire socialiste de Saint-Ouen. Et on a vu Bali Bagayoko, les Insoumis ont défendu l'enseigne Master Poulet, quitte à manger du poulet, parfois pas toujours de pays qui respectent les normes. Mais qu'est-ce que ça dit de ces gauches et de leur électorat? Est-ce que c'est la gauche bobo versus la gauche populo? Pourtant, ces deux mairies sont populaires. Oui, alors, avant peut-être d'arriver à la question politique, et pour continuer dans la promotion de cette enseigne désormais connue par tout le monde, on est sur des tarifs défiant toute concurrence. C'est-à-dire que le demi-poulet est à 4 €. Donc, vous voyez, donc avec une boisson et des légumes en accompagnement, c'est 7 €. Et que s'est-il passé? Eh bien, dans un contexte de pouvoir d'achat en berne, sur tous les types de marchés, on a vu se développer de l'ultra-discount depuis plusieurs années. C'est comme le phénomène Lidl. Alors, Lidl, à l'époque, mais Lidl étant monté en gamme, aujourd'hui, vous avez Action. Et dans l'univers de l'alimentaire, c'est pareil. Au début, c'était les grandes enseignes Burger King, McDo, qui étaient positionnées à ces prix, qui sont maintenant un peu montés en prix. Et donc, il y a toute une partie de la population qui ne peut plus fréquenter ce type d'enseigne. Il y a quelques mois, il y a eu une autre polémique dans l'univers du vêtement avec Chine et Temu. Et donc là aussi, les Insoumis ont défendu les importations chinoises. Et donc on est à chaque fois, sur l'ultra discount pour permettre à une partie de la population de continuer à consommer et à répondre à ses besoins élémentaires. Alors sur tout ça se greffe ensuite la polémique politique. Donc là, il y a une guerre des gauches. On connaît ça depuis longtemps, notamment dans des territoires comme la Seine-Saint-Denis. Historiquement, c'était le Parti communiste contre les socialistes. Aujourd'hui, c'est la France insoumise contre le PS. Et qu'est-ce qui se joue là? Eh bien, on rejoue un refrain bien connu, c'est « plus populaire que moi, tu meurs ». C'est-à-dire que la France insoumise se dit « nous sommes les véritables défenseurs des catégories les plus pauvres, les habitants des quartiers. » Et donc, quel que soit le respect des normes alimentaires. Voilà. Et donc, vous voyez comment la France insoumise colle à ce qu'elle imagine être les attentes de cette population-là. Alors qu'il s'agisse de la lutte... Dans cette guerre des gauches, qui va la gagner? Qui aura le leadership? Parce qu'on a été témoin cette semaine de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Chez moi, c'est carré, je suis prêt. Alors, attention, là, cette guerre des gauches, elle se joue au niveau national, mais là, c'est pour la mainmise ou le contrôle de la France populaire, la France des quartiers. Attention, c'est la fin de cette interview. Rapidement. Bouamrane, il a aussi un vote musulman pour lui. Oui, bien sûr. Mais justement, il s'agit pour LFI... Il n'est pas certain que le vote communautaire, je suis prudent, aille forcément à LFI, même s'ils font leur propagande là-dessus. Non, mais vous voyez que le soutien à la cause palestinienne, la lutte contre l'islamophobie, la lutte contre les violences policières, et maintenant
l'affaire du Le master poulet. poulet. C'est-à-dire sur chaque sujet, il faut Oui. toujours cliver en permanence Oui, oui. pour essayer de s'adresser à cet électorat qui est le cœur aujourd'hui de l'électorat insoumis. Bon, j'espère que vous reviendrez, parce qu'on n'a pas terminé. Oui, Sur il y a Jean-Luc plein de Mélenchon, questions. on avait des questions sur le Parti Qui allait Socialiste. gagner, notamment. Qui allait gagner. Ça, on le saura la mais, prochaine fois. mais vous reviendrez, je l'espère. Vous Avec voulez plaisir. évoquer aussi le banquet du canon français, autre polémique qui en dit long. Vous reviendrez. On mange Merci pas de poulet, je infiniment. crois. Il ne mange pas de poulet. Merci Jérôme Merci à vous. Fourquet.